Bienvenue à tous dans Multisport 24 et comme vous allez le constater, votre émission de sport préférée a changé de formule. Nous aurons donc plusieurs rubriques avec une thématique bien définie. Mais avant tout cela, voici les titres proposés par Carl Milindo. Dans ce numéro de Multisport 24, la formation des jeunes sportifs est mise en exergue. Quels sont les rudiments pour une formation efficiente? Existe-t-il un modèle sportif dans les pays africains? Des questions que nous tenterons d'élucider. Dans le Flash Info, le Finlandais Valtteri Bottas de l'écurie Mercedes s'est imposé lors du 4e Grand Prix de la saison, tandis que Jakob Fuglsang, en cycliste, a remporté la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège et le Kenyan Eliud Kipchoge a remporté son mal le marathon de Londres. Les arts martiaux mixtes, cette discipline qui allie plusieurs arts martiaux est en progression dans le monde. La discipline qui tire ses origines de l'Antiquité est très appréciée au Gabon. Et pour ce numéro, nous recevons Aloïse Ovono, le président de Gabon Escrime Association. Président, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. L'honneur est pour moi, monsieur. Et juste à côté du président Escrime Association, il y a Andy Ovono, journaliste de Gabon 24. Andy, bienvenue. Bonsoir Joey, Andy Essono. Andy Essono, autant pour moi. Et justement, comme je vous le disais il y a un instant, pour la première rubrique qui est axée sur la thématique du jour, l'on parlera de la question de la formation en Afrique. Existe-t-il un modèle sportif dans les pays africains? Reportage. Après les années 1990, l'Afrique s'est vue implanter un nombre croissant de centres de formation de football. La mise en place d'infrastructures pour former les jeunes dans ce sport est devenue une tendance. L'école de football des Brasseries du Cameroun et la Kaji Sport Academy ont sorti entre autres Samuel Eto'o, Rigobert Song, Carlos Kameni et Salomon Olembe. Ces deux centres ont été construits au cours des années 2000. Du reste, les sortants ont eu à gagner 2 Coupes d'Afrique des Nations, des Jeux Olympiques et ont participé à plusieurs Coupes du Monde de football. Certains centres installent par ailleurs de véritables équipements pour former les jeunes recrues. À l'instar du centre Djamba, installé au Sénégal, cette école dispose de terrains synthétiques, d'un hébergement pour les apprentis, des salles de conférence ainsi que des salles de musculation. De plus, leur équipe a décroché la 2e place du championnat sénégalais. Preuve que la formation est prise au sérieux dans ces établissements. Ces écoles de football forment des jeunes apprentis dans ces disciplines, mais n'hésitent pas à proposer leurs joueurs à des clubs locaux ou internationaux en échange d'une rémunération. Certains dirigeants d'écoles sont donc soupçonnés du détournement d'argent. Pour dire que des clubs étrangers opportunistes s'arrangent avec les hauts placés du centre de formation pour recruter les meilleurs joueurs africains. L'arnaque est devenue monnaie courante dans ces centres et clubs où une somme considérable est soutirée aux parents et aux apprentis. Pour remédier à ce problème, un encadrement poussé des écoles de football africains reste une des solutions afin de contourner les inconvénients dans les écoles de football. Les fédérations de football ainsi que l'ensemble des gouvernements africains sont donc tous tenus d'inspecter les centres de formation pour corriger le tir. La FIFA a d'ailleurs interdit le transfert des joueurs étrangers de moins de 18 ans afin de lutter contre cette nouvelle forme de traitement de joueurs. Voilà, messieurs, la question est posée. Existe-t-il un modèle, n'est-ce pas, de sportif, un modèle sportif dans les pays africains, effectivement, président? Non, nous ne pouvons pas dissocier l'Afrique du monde. Si nous voulons un modèle sportif africain, il va falloir... Surtout dans la formation. Dans la formation, ouais. La formation sportive est une et universelle. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de nous adapter certaines de nos réalités à la formation mondiale telle qu'elle est. En cela, nous ne pouvons pas dire que l'Afrique, en elle, va recréer un modèle de formation. Ce serait un peu trop... revenir dessus. Andy, on a vu un peu toutes ces écoles, n'est-ce pas, de formation et ces centres de formation à travers le monde, en Afrique, notamment au Gabon. Qu'en est-il véritablement aujourd'hui? Au Gabon, au niveau de la formation des sportifs, sinon encore dans le football, c'est un peu compliqué. Les écoles de foot, les institutions de formation ne sont pas souvent budgétisées et ils n'ont pas souvent cet accompagnement qui pourrait emmener ces installations de formation à générer et à créer des réels talents. On a vu le cas au Cameroun. Il y a les brasseries qui ont sponsorisé, qui ont créé déjà une école de football et qui, chaque année ou chaque 3 à 5 ans, sortent
sortent de là des talents. Je crois que Samuel Eto'o est certainement sorti par là, Rigobert Song également. Et ils ont fait la fierté du football africain et déjà même du football mondial. Donc, disons, au Gabon, ça piétine encore un peu. Mais je crois qu'il y a le Sandbéry sportif qui s'inscrit dans ça. Et je crois que la mayonnaise prendra si tout est fait pour que cela aille. Mais je crois qu'avec l'autorité du sport, en ce moment, il a un regard assez pointilleux sur la formation pour un Gabon qui gagne au niveau du football. Là, vous mettiez l'accent effectivement sur le football, à l'exemple peut-être du handball, du basket, des sports collectifs. Mais Président, qu'en est-il pour les sports individuels? Vous qui êtes président de Gabon Escrime Association. Les sports individuels, cela devient un peu plus compliqué parce que la formation en elle-même, quand on parle de formation, c'est quand, comme a parlé mon jeune frère Andy, la formation fait appel à des structures. Comme on a dit aussi au Gabon, nous avons aussi ce problème, c'est parce qu'on a un problème de structure. Pour ouvrir une école de foot, en prenant l'exemple qu'Andy a pris tout à l'heure, il faut un terrain, il faut un espace bien défini où parfois, le plus souvent, il n'y a pas seulement un seul stade de football. On va en reparler lorsqu'on va arriver effectivement à la question qui vous amène sur ce plateau. Mais est-ce que c'est l'État effectivement qui doit toujours aider les structures associatives de sport quant à leur implantation voilà, au niveau d'un État quand on sait que les sports sont d'abord exportés par des individus ou importés par des individus? La volonté, elle est d'abord personnelle. Elle est d'abord... c'est une association qui naît. Voilà. Donc, c'est des personnes qui se réunissent pour créer un mouvement. Donc, l'État ne vient qu'en appoint et en appui. Nous ne pouvons pas faire endosser l'État nos volontés. L'État a un programme d'action qui fait en sorte qu'il faille que nous, étant créateurs d'associations, nous venons nous greffer sur le programme gouvernemental. Vous voyez que si vous créez votre association qui ne cadre pas avec un programme déjà établi, vous n'allez pas venir et puis commencer à dire l'État ne me suit pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord votre volonté à vous. Naturellement. Et on a connu de par le monde, notamment en Afrique, comme on le disait, des pays qui n'avaient véritablement pas d'infrastructures, mais qui sortaient des talents. On dit, vous parliez des infrastructures, on a vu ces pays. Ben alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, qu'il faut absolument qu'il y ait des infrastructures pour sortir des talents? La formation rime avec infrastructure. C'est vrai qu'il y a des talents qui naissent dans la boue, mais au-delà de ça, le football ayant ses normes et le football ayant évolué, et le sport... C'est la volonté dont effectivement, parlait le président. La volonté est liée. Moi, je crois qu'au niveau du Gabon, il y a de la volonté. Les jeunes ont de la volonté. La preuve, si on se promène dans Libreville, les différents terrains de jeu qu'il y a, on verra des talents. Il y en a qui se démarquent. Mais s'il n'y a pas un réel suivi, s'il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir ces jeunes, je crois que, comme disait le président, il faut qu'il y ait déjà un programme établi par les instances du sport du pays et un programme auquel viendraient simplement se greffer les différentes associations. Mais au niveau des acteurs personnels, est-ce que la mayonnaise est mise d'abord, n'est-ce pas, au devant? Est-ce qu'il y a une volonté personnelle des acteurs, effectivement, à pouvoir permettre à leurs différents sports de se développer? Il y a des acteurs personnels. Je prends pour témoin dans le basket, Ovendo 7-0. C'est une structure qui vit d'elle-même. Elle a ses différents sponsors, mais le travail qui a battu sur le terrain se reflète en compétition. Il y a eu la Coupe du Gabon de basket, la super Coupe du Gabon, ils ont presque tout raflé. Voyez-vous le travail qui est fait déjà en bas se répercute en haut, malgré le fait qu'il n'y ait pas une subvention d'un quelconque gros bonnet de la République ou encore du ministère. Non, ils se battent d'eux-mêmes. Je crois qu'au niveau des associations et autres, il y a de la volonté, mais il en faut beaucoup plus. Il faut des infrastructures qui pourraient emmener ces jeunes-là à s'épanouir et à s'imposer sur le plan national, régional et continental. D'accord. Président, on a connu de par le passé, effectivement, cette donne qui voulait que les Européens viennent toujours en Afrique prendre les talents. Alors, certes, Andy le disait, des talents qui sortaient peut-être dans la boue, n'est-ce pas? Et puis qui avaient quand même quelque chose à revendre. Est-ce que là également, on peut dire que c'est un mal pour l'Afrique que ces jeunes garçons qui sont des pépites d'or pour le sport mondial, le sport universel, finalement finissent en Europe
pour la plupart, n'est-ce pas, changer de nationalité? Changer de nationalité, c'est un mal. Changer de nationalité, c'est un mal. Mais amener un enfant, l'enlever de la boue pour l'amener sur du gazon, c'est ce qui est du meilleur, c'est ce qui est bien. Tout à l'heure, on parlait des... Et quand ils ne reviennent pas, c'est ça le mal. Là, c'est maintenant une question de volonté personnelle. Vous avez formé un joueur, c'est comme avec l'éducation. Tout à l'heure, il y a eu le problème de bourse, excusez-moi d'y entrer. Quand on forme, certains vont continuer à l'étranger. Il y a ceux qui ne reviennent pas. Donc, ce sont des volontés personnelles. L'objectif, c'est d'avoir de la qualité. Et pour avoir la qualité, il faut avoir où il y a le meilleur enseignement. Nous, en Afrique, nous faisons l'effort de créer des structures. Les meilleures structures se trouvent en Europe. Ne nous voilons pas la face. Si les Européens peuvent nous aider dans ce sens, pourquoi trouver ça mal? Maintenant, il va falloir que nos sportifs apprennent qu'il faut qu'ils reviennent au pays. Et on a un exemple vivant, Anthony Obama, effectivement, qui avait démarré ici au Gabon, qui est allé chez les Blancs et qui est resté fidèle à l'éthique, n'est-ce pas, de son pays, à l'amour de son pays, le vert jaune bleu, qu'il a toujours farouchement défendu. Nous allons poursuivre cette émission pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. 16 ans après, le Cameroun est sacré champion, n'est-ce pas, d'Afrique, de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans pour la deuxième fois de son histoire. Ce dimanche, les Lions indomptables ont battu en finale le Sili national de Guinée, 5 tirs au but contre 3 après un score nul et vierge au temps réglementaire. Reportage. C'était une finale entre deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en match de poule lors de la rencontre inaugurale. Si pour le Cameroun, c'était l'occasion de confirmer son rang, pour le Sili de Guinée, c'était une revanche à prendre. Mais dans une rencontre fermée, les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions pour faire basculer le match dans un sens ou dans l'autre. Score final après 90 minutes de jeu, 0 but partout. Comme lors des demi-finales, la décision se fera en dehors du temps réglementaire. Exit donc les prolongations, les équipes passeront directement au tir au but. Lors de cette séance de roulette russe, les Camerounais vont se montrer très adroits en inscrivant leur pénalty, tout le contraire des Guinéens qui vont craquer sur leur 4e tentative. Le tir au but manqué par Mohamed Sako sera fatal au Sili cadet qui verra ses espoirs anéantis par Seydou Alioum Moubarak. Le dernier tireur camerounais transforme son pénalty et envoie son équipe sur la plus haute marche du podium. Les Lionceaux du Cameroun s'adjugent ainsi le titre de champion d'Afrique des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Cela faisait 16 ans que le Cameroun attendait ce sacre. Pour le match de classement, c'est l'Angola qui, pour la première fois de son histoire, se place sur le podium d'une CAN. Les Angolais se sont imposés sur le score de 2-1 face au Nigeria. Rappelons que le Cameroun, champion d'Afrique 2019, la Guinée, l'Angola et le Nigeria représenteront l'Afrique au mondial des moins de 17 ans qui aura lieu en octobre prochain au Brésil. Voilà, messieurs, après avoir créé ce qui est considéré aujourd'hui comme un exploit, le Sili national de Guinée qui avait battu le Nigeria au tir au but en demi-finale, n'a pas pu s'imposer face au Cameroun. Le Cameroun, 16 ans après, est de nouveau champion d'Afrique, n'est-ce pas, de cette division. Voilà, et c'est une consécration, une nouvelle consécration après celle du Gabon, des A. Là, on a l'équipe des moins de 17 ans qui, avec des bonnes prestations, avec un bon collectif et vraiment pas de grandes individualités, a marqué un pas. Ils sont sur le toit de l'Afrique dans cette catégorie. Ils ont certes affronté une équipe qui, ma foi, était favorite dans cette finale, selon moi, mais le Cameroun a su renverser la tendance et ils se sont qualifiés et voilà, ils sont champions d'Afrique. Au tir au but quand même, on peut tirer le chapeau au Sili national de Guinée quand même, parce qu'on l'avait déjà dit ici lors d'un numéro de Multisport 24 que les favoris étaient le Cameroun et le Nigeria dans ce quatuor effectivement des équipes qualifiées déjà pour le mondial prochain. Oui, on peut tirer un chapeau à la Guinée. Moi, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que le Cameroun est champion d'Afrique. On a dit tout à l'heure, on a parlé d'infrastructures. Vous voyez, le Cameroun qui a déjà certaines infrastructures au niveau de la formation est champion d'Afrique. Nous avons, comme on dit tout à l'heure, il y a la brasserie du Cameroun qui a une école de foot, il y a, je ne sais pas, TKC, Tonnerre, Club Académique qui ont des... Vous voyez, c'est le fruit de ce travail. Comme on dit, c'est d'abord une volonté personnelle, des gens qui ont créé des structures et qui ont des enfants qui gagnent. Nous, on n'en a pas. Bon, on est en prémisse. Nous avons
quelques clubs qui actuellement essaient de faire ce travail. Ne demandons pas à avoir ce niveau maintenant. Prenons le temps de bâtir ces structures, de mettre tout en avant et espérer un jour, pas espérer, faire tout au possible d'être champion d'Afrique des moins de 17 ans. Et cela vaut pour la plupart des pays africains, effectivement, qui n'ont pas encore pris le pas, qui n'ont pas encore compris cela, que cela dépend d'une volonté personnelle. On dit, voilà le Cameroun qui est champion d'Afrique des moins de 17 ans. Le Cameroun est encore tenant du titre, effectivement, des seniors de Coupe d'Afrique en espace de quelques années. Alors, le Cameroun revient véritablement sur la scène internationale. Effectivement, après 2003, donc la génération de Rigobert, je crois Rigobert Song, Stéphane Biya, je crois il y était, non pas Song, mais Stéphane Biya, les jeunes, c'est 16 ans après. Donc entre 2003 et maintenant, il y a eu un travail de fond qui a été abattu. Le Cameroun est revenu en 2016 chez nous, ils ont pris la CAN. 2017, pardon, merci. Et plus tard, les jeunes font pareil. 2 ans après. Voilà, il y a une politique qui est mise en exergue pour que le football camerounais soit toujours celui-là qui est compétitif et qui s'impose sur le plan continental. À côté de ce trophée, moi j'ai vraiment apprécié le jeune Steve, l'attaquant camerounais, qui est sorti déjà meilleur joueur de cette compétition. Donc vous voyez dans quelles conditions le jeune a été formé. Oui. Il appartient à la Zur Star de Yaoundé. Vous voyez, si vous suivez le parcours de ce jeune, vous verrez qu'il y a eu un véritable travail de fond. Lui, ce n'est qu'un exemple. Mais derrière lui, il y en a beaucoup d'autres. Donc voyez-vous que le Cameroun a mis les bouchées doubles pour arriver là. Et ils se sont imposés. Moi, je verrais bien cette équipe faire sensation lors de la Coupe du Monde. Et tout comme le Sili national de Guinée qui aura forte envie de prendre sa revanche lors de ce mondial qui va se jouer au Brésil cette année 2019. Place à la découverte d'un sport. Il s'agit de l'escrime qui se pratique depuis quelques années au Gabon, mais qui n'est pas encore bien connu des férus des sports de combat. L'apprentissage de l'escrime au Gabon, c'est dans ce reportage. Une épée et un sabre, une combinaison et un tapis, voilà ce qu'il faut pour la pratique de l'escrime. La discipline qui nécessite de la vivacité et de la dextérité fait son bonhomme de chemin, notamment à Libreville, où Gabon Escrime Association, à travers une vaste caravane interscolaire, initie les jeunes apprenants à la pratique. Démonstration. L'escrime est un sport de contact. C'est un sport olympique qui, actuellement, pour dévancer peut-être certaines de vos questions, qui est l'un des sports les plus, si je peux dire, sécuritaires actuellement. Le niveau de sécurité est tellement élevé en escrime. Vous avez vu tout à l'heure, les combattants, ils ont une combinaison qui les protège et un casque. Dans l'escrime, nous manions 3 armes. C'est un sport d'armes. Nous avons l'épée, le fleuret et le sabre. Donc, c'est un sport où il suffit de toucher l'autre pour avoir le point. C'est toucher sans être touché. La nouvelle politique initiée par cette association est de pouvoir susciter des vocations auprès des jeunes. Si cette opération vise à charmer les apprenants, elle a un double objectif, celui de détecter. Il faut être encadré pour pratiquer de l'escrime parce que c'est un sport très très difficile, surtout le fleuret. C'est la première arme d'initiation. Donc c'est l'arme la plus difficile. D'autres sorties sont également prévues auprès d'autres établissements de la capitale gabonaise afin de promouvoir la discipline qui, in fine, pourrait aboutir à la mise sur pied d'une fédération gabonaise d'escrime. Et pour parler de l'escrime, avec nous, Aloïse Ovono, le président, effectivement, de Gabon Escrime Association. Président, c'est quoi l'escrime? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'escrime est un sport d'armes où on manie 3 différentes armes, l'épée, le fleuret et le sabre. C'est un sport pratiqué depuis de nombreuses années. D'abord, c'est l'un des premiers sports olympiques. Le problème, c'est parce qu'au Gabon, nous ne le connaissons pas vraiment. C'est un sport qui demande vraiment beaucoup de dextérité et de conditions physiques. Beaucoup d'adresse. Et beaucoup d'adresse. Parce que certaines personnes verront que c'est juste le fait de toucher, comme je l'ai dit, toucher. Mais il n'y a pas que cela. Il y a une certaine technicité à avoir. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Pour engranger des points. Tout ça, c'est tout un travail que nous commençons, que nous recommençons, parce qu'il avait déjà été un peu
il avait débuté, mais il a été coupé en chemin. Donc nous le reprenons et nous faisons en sorte que l'escrime puisse évoluer maintenant de façon normale dans notre pays. Alors, depuis quand existe l'escrime au Gabon? Ça va Son implantation. Ça va étonner plus d'un. L'escrime a été implanté au Gabon, si mes souvenirs sont exacts, en 2007. Déjà, le premier bureau fédéral provisoire a été mis en place en 2008. Vous voyez que de 2008 à 2019, ça fait 11 ans. Mais le problème, c'est que ce bureau n'a pas répondu aux attentes. Nous avons eu un président qui est venu, qui n'a pas pris le taureau par les cornes. Et il s'est un peu fourvoyé et puis bon, il a laissé tomber l'affaire. L'escrime a fait un bon nombre de chemins dans les décors, on ne nous voyait plus sur le terrain. Il a fallu maintenant que certaines personnes se regroupent une fois de plus pour essayer maintenant de relancer la chose de façon à ce que le premier bureau provisoire de la fédération qui a été annulé par le Comité national olympique parce que n'ayant pas répondu à toutes les demandes de ce comité olympique, donc ce bureau qui avait été suspendu nous a amené à recommencer carrément tout un processus. Donc Gabon Escrime Association est déjà lancé dans ce processus de reconstitution du bureau de la fédération. Alors, et Gabon Escrime Association dispose aujourd'hui de combien de clubs, puisque vous n'êtes pas encore en fédération, vous êtes une association. Est-ce que vous avez même déjà des ligues? Oui. Où sont-elles implantées et combien de clubs, comme je le disais tantôt? Actuellement, on ne peut pas parler de ligue, parce que si nous ne sommes pas fédération, nous n'avons pas de ligue. Il y a d'autres associations qui sont en train d'être mises sur pied. On pouvait commencer à créer des ligues avant d'être fédération, oui. Justement. On crée d'abord des associations qui deviennent des ligues. Et après, ces ligues vont se muer en fédération. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied d'autres associations. Bon, nous participons à la mise en place d'autres associations dans différentes provinces. Sur combien de provinces, effectivement, nous avons tablé, hormis Libreville, ou l'Estuaire, nous avons tablé sur 4 autres provinces. Il n'y a pas longtemps, la fin du mois dernier, nous étions à l'Ogooué-Maritime. Nous avons assisté principalement à Port-Gentil à la mise en place de Port-Gentil Escrime Club Academy qui est déjà mis sur pied à Port-Gentil. Nous devons aller d'ici peu sur Lambaréné. Nous avons un peu retardé le voyage sur Lambaréné parce que... Dans la province du Moyen-Ogooué. Dans la province du Moyen-Ogooué, merci. Pour réactiver cette association qui existait déjà. Elle est juste tombée en léthargie par rapport au fait de l'ancien bureau. Donc nous retournons dans la province du Moyen-Ogooué pour remettre sur pied l'association du Moyen-Ogooué et après nous irons au Walentem avant de terminer par le Haut-Ogooué. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 5 provinces sont visées pour mieux implanter l'escrime au niveau national. Alors, comment s'est fait l'importation de l'escrime au Gabon? J'ai connu Anoli Ella Abia, qui est aujourd'hui le directeur technique, n'est-ce pas, de votre association. Je l'ai connu au Sénégal. Il faisait déjà de l'escrime. Et aux dernières nouvelles, effectivement, c'est pratiquement l'un des représentants de l'escrime Gabon à l'échiquier international. Pour la petite histoire, l'escrime est venu au Gabon en 2007 parce que nous avons eu des arbitres internationaux au niveau de la boxe, si mes souvenirs sont exacts, qui sont allés représenter le pays. Ils ont découvert l'escrime, c'était aux Jeux africains, je ne sais plus quelle année, je ne sais plus quel pays par l'année, c'était en 2007. Ils l'ont ramené, ils ont initié la chose. C'est comme on disait tout à l'heure, en initiant l'escrime, ils ont commencé à ouvrir un bureau fédéral, ce qui a permis à Maître Ella Abia d'aller à Dakar, parce que c'est le premier maître d'escrime que nous avons au Gabon. D'accord. Le tout premier maître. C'est important de le savoir. Le tout premier maître d'escrime au Gabon, c'est Monsieur Anoli Ella Abia, qui est actuellement dans un corps. Et nous avons encore eu un deuxième maître d'escrime, qui est Monsieur Yubi Serge, qui lui aussi est dans un corps. Et le troisième maître d'escrime que nous avons, les gens ne le savent pas, nous en avons 3. Lui, il est à Lambaréné. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, Lambaréné avait déjà une association. Dans le temps. Dans le temps. Lui, et c'est pourquoi on doit partir
sur le Moyen-Ogooué pour le rebooster et relancer les activités. Et réveiller effectivement cette province dans la pratique de l'escrime. Andy, quelle peut être la place de ce sport, effectivement, que les Gabonais ne connaissent pas encore sur le plan national? Moi, je crois que l'escrime, ce sport a toute sa place. Dès que quelque chose est bien mené, lorsqu'il y a de bonnes bases, je crois que ce sport peut créer sa place et pourquoi pas devenir l'un des sports numéro 1. Déjà, ce que le président fait, c'est super bien. Le président, il a démarré son activité par les plus petits. C'est-à-dire il allait vers les enfants pour créer des et ça fait partie de la vocations. formation. Voilà. Donc il s'est attaqué à la bonne cible. Donc je crois que dans 2, 3, 4, 5 ans, ces personnes, ces jeunes vers qui il va, n'est-ce pas, seront certainement des futurs champions. Donc c'est déjà bien d'attaquer par là-bas, dans la formation, pouvoir s'élever finalement en une fédération solide. Alors, Président, dernière question. Justement, vous avez beaucoup de chantiers. Combien de licenciés disposez-vous à l'heure actuelle? Et puis, quelles sont vos perspectives d'avenir? On a entendu parler d'un championnat du monde. Oui, bon... Nous sommes confrontés... Très rapidement. Très rapidement, nous sommes confrontés au problème de fédération. Donc, licenciés, on ne peut pas parler en termes de licenciés. Nous avons beaucoup de pratiquants. Nous avons plus d'une centaine. Parce qu'actuellement, à Libreville, nous avons 3 clubs d'escrime, si je peux l'appeler, si je peux le dire. 3 clubs. Il y a le club de la garde républicaine, le club de la gendarmerie nationale, d'où j'ai dit mes 2 premiers maîtres d'escrime sont des gardes des gens de corps d'armée, et Libreville Escrime Club Academy, qui est un club civil. Donc, à Libreville, nous avons ces 3 clubs d'escrime. À Port-Gentil, avec la nouvelle association, nous sommes en train de créer encore d'autres clubs. D'accord. Port-Gentil plus OIM qui a en devenir. Il y a Lambaréné qui a également été ressuscité. Alors, le championnat du monde, c'est quoi rapidement? Le championnat du monde d'escrime, malheureusement, nous ne pourrons pas participer parce qu'il faudrait d'abord que nous soyons en fédération affiliée à la... D'accord, mais il y a des associations qui participent au championnat du monde qui n'ont pas... Oui, on nous a fait... Nous nous sommes rapprochés au niveau du ministère de tutelle qui nous a fait comprendre que nous ne pourrons pas engager l'équipe nationale si nous ne sommes pas fédération. D'accord. OK, merci Maître. Nous espérons vous retrouver dans un prochain numéro de Multisport 24 et bon courage, n'est-ce pas, quant à la vulgarisation de l'escrime au Gabon. Et voilà qui vient mettre un terme à cette première partie de Multisport 24. On se retrouve tout à l'heure. Retour sur le plateau de Multisport 24. Place à présent au flash info de ce numéro, avec entre autres le Grand Prix de Formule 1, le cyclisme sur le parcours Liège-Bastogne-Liège et enfin le marathon de Londres. Reportage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le début des saisons en Formule 1 est plus attrayant. Au Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan, 4e étape du championnat, Mercedes a encore signé un nouveau doublé avec Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton. Contrairement aux éditions précédentes, ce Grand Prix a été très calme. Et le seul incident notable de la course a concerné Daniel Ricciardo et Daniel Kvyat lorsque la Renault a heurté la Toro Rosso en marche arrière. Si Valtteri Bottas a dû résister à Lewis Hamilton dans les premiers virages après avoir un peu manqué son envol, oui, dans les derniers tours, sa victoire n'a fait que peu de doute tout au long des 51 boucles. Avec cette victoire, le Finlandais s'offre donc une 5e victoire en F1 avec sa 8e pole de la veille. Le Danois Jakob Fuglsang a remporté pour la première fois de sa carrière Liège-Bastogne-Liège après avoir semé ses concurrents à 12 km de l'arrivée. Il devance l'Italien Davide Formolo et l'Allemand Maximilian Schachmann au finish. Considéré comme l'un des grands favoris de la 105e édition de cette course, le Danois n'a pas usurpé sa réputation en plaçant son attaque dans le dernier tronçon de la côte de la Roche au Faucon. Rappelons qu'il avait terminé 3e de l'Amster Gold Race il y a une semaine et 2e de la Flèche Wallonne mercredi dernier.
Ultra favori à cette étape de Londres, Eliud Kipchoge, le recordman du monde du marathon, n'a pas failli à sa réputation et s'est imposé ce dimanche pour la 4e fois en 2 heures, 2 minutes et 37 secondes. Rien de moins que la 2e meilleure performance mondiale de l'année et le nouveau record de l'épreuve. Kipchoge a fait la différence peu avant le 40e kilomètre quand il a lâché l'Éthiopien Mosine Guereme, le dernier à avoir pu suivre son tempo. Quant au Britannique, Mo Farah, qui finit à la 5e place, a été décroché peu après le 25e kilomètre et n'est ainsi pas parvenu à améliorer son record d'Europe. Chez les femmes, la Kenyane Brigid Kosgei a décroché sa première victoire à Londres en 2 heures 18 minutes et 20 secondes devant sa compatriote Viviane Cheriot et l'Éthiopienne Rosa Dere. Contrairement aux hommes qui ont suivi les lièvres sur un rythme très élevé, les favorites sont parties avec une vitesse étonnamment lente pour un semi-marathon couru en 1 heure 11 minutes et 38 secondes. Toutefois, Brigid Kosgei est devenue à Londres la 7e femme la plus rapide de la distance. Voilà, et nous allons à présent à la découverte d'une discipline martiale, ou plutôt d'une mixture des arts martiaux. Voilà, j'y arrive, appelé Mixed Martial Art, plus connu sous le nom de MMA, un sport qui fait son bout de chemin dans le monde, et même au Gabon. Le Mixed Martial Art, plus connu sous le nom de MMA, un sport qui a pris de l'ampleur dans le monde. Une discipline sportive qui est l'association de plusieurs autres arts martiaux, Jiu-Jitsu, boxe anglaise, boxe thaï ou encore capoeira. En Afrique, son succès est dû à la première ligue professionnelle sur le continent, Extreme Fighting Championship, EFC, créée en 2009 et basée en Afrique du Sud. L'UFC compte désormais plus de 120 combattants sous contrat. La mayonnaise a déjà pris dans plusieurs pays africains, notamment dans la nation Arc-en-Ciel, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Zimbabwe, le Mozambique, mais surtout au Nigeria, qui compte le premier champion UFC, la prestigieuse Ligue d'arts martiaux mixtes. Kamaru Usman, surnommé le cauchemar nigérian, a écrit l'histoire un soir du 2 mars 2019 après avoir battu l'Américain Tyron Woodley. Au Gabon, la discipline fait son bout de chemin et ce à travers une formation. Et pour que la pratique du MMA au Gabon soit effective, la première séance d'entraînement de cette discipline a vu la présence de ce qui se fait de mieux en France et en Italie, Gianni Petrucciani. Moi ici, je suis venu apprendre la discipline qui est primordiale pour le MMA, ce qui est le grappling et le jiu-jitsu brésilien. D'accord ? Donc en fait, c'est une technique où il y a des torsions de bras, où il y a des étranglements, des clés de bras, des clés de jambes, plusieurs trucs comme ça. On peut mettre des coups, d'accord ? Je suis venu expliquer toutes sortes de choses. On peut commencer le MMA depuis 6 ans. D'accord ? On peut commencer à 6 ans, 4 ans, voilà, on peut commencer à tout âge, mais la moyenne c'est 6 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les athlètes désireux de se lancer dans ce sport sont nombreux. Déjà que j'ai apprécié cette discipline en suivant le combat sport. Il y a une chaîne qui passe, les combats en cage. Et je me suis dit pourquoi, quand on lève les drapeaux, on a un champion, on a 2 champions nigériens, on a un champion camerounais. Je me dis pourquoi on ne peut pas lever un drapeau gabonais dans le MMA. On lève les Français, pourquoi on ne peut pas lever les Gabonais? En MMA, les combattants sont divisés en plusieurs catégories de poids. Les rounds durent 5 minutes et il y en a 3. Mais pour les combats de championnat, c'est 5 rounds de 5 minutes. Mordre, tirer les cheveux, crever les yeux, les coups aux parties intimes, frapper en arrière de la tête est illégal. Frapper à la gorge de l'adversaire, donner des coups de pied à un adversaire qui est couché est également interdit. Il est aussi interdit de projeter un adversaire en dehors de la scène de combat. Le MMA, il faut le rappeler, est le sport qui a grandi le plus vite durant les dernières années. Si on le considérait comme une discipline brutale et illégale, c'est le sport le plus populaire chez les gens âgés de 16 à 40 ans dans le monde. Le Gabon et l'Afrique ne sont pas en reste pour l'intégration du MMA au sein des sports de combat. Alors, Rodney Ovono, chef du service sport de Gabon 24, nous a rejoint. Rodney, bienvenue. Merci Joey, bonsoir. Et justement, on parlait du MMA et vous avez suivi de très près l'intégration de cette discipline au Gabon et vous suivez de très près l'intégration de cette discipline en Afrique de par le monde. Le MMA n'est plus à présenter. Qu'en a-t-il réellement sur le plan local? Alors le MMA, il faut le dire, il n'est plus à présenter. C'est un sport qui, au début, les gens disaient c'est un sport violent, un sport de brute. Mais de plus en plus, les gens s'approprient cette discipline-là. Au Gabon, c'est la première séance. Ça, c'était la première séance il y a quelques semaines d'entraînement de MMA. Et quand même, c'est la crème de la crème qui est arrivée, il faut le dire. C'est le champion de France et d'Italie, Gianni Petrucciani, voilà, qui est champion dans 2 pays. Il est venu montrer les rudiments. Mais lorsqu'on pratique le MMA, c'est quand même 4 à 6 ans pour être, on va dire, un bon combattant
Ensuite, vous avez les très bons combattants. On parle notamment de Conor McGregor. On parle du Nigérian Kamaru, qui est champion UFC. C'est quand même le UFC, c'est la plus grande, c'est le sommet lorsqu'on parle de UFC. C'est la Champions League du MMA. C'est la Champions League, c'est la Coupe du Monde même du MMA. En Afrique aussi, il y a le UFC qui commence à regrouper un peu plus de 100 athlètes. C'est déjà beaucoup. C'est une discipline qui prend de l'ampleur, qui s'installe un peu. Les gens commencent à s'approprier le MMA et on verra qu'avec le temps, on va peut-être avoir des championnats ici en Afrique, au Gabon, et un peu partout sur le continent. Alors, à l'image un peu du kickboxing, par exemple, qui est arrivé récemment, est-ce qu'on peut dire que le MMA est en train d'être véritablement consommé? Par qui d'abord? Par les pratiquants des arts martiaux ou les pratiquants des sports de combat? Alors, le MMA est d'abord pratiqué par les adeptes de sports de combat. Ensuite, il y a ceux qui découvrent. Parce qu'on dit mixed martial art, donc les arts martiaux mixtes, qui parlent de un mélange, jiu-jitsu, capoeira, souvent karaté, judo, taekwondo. C'est toutes les prises réunies qui font le MMA. Et après, il y a ceux qui veulent apprendre, ceux qui sont curieux. Ceux-là, ce sera un peu plus difficile parce qu'il faudra s'approprier d'abord les bases de chaque art martial. Et ensuite, il faut les mettre ensemble. Est-ce à dire qu'on est obligé d'abord de côtoyer ou de pratiquer 2 ou 3 disciplines martiales pour faire le MMA? Effectivement, c'est cela, Armel Djoué. Il faut pratiquer au moins 2 à 3 disciplines sportives, donc les arts martiaux. Ensuite, avec le temps, on apprendra aussi, il y a l'expérience, il y a tout ce qu'il y a comme combat, on va apprendre des autres, parce que c'est aussi ça, les arts martiaux, on apprend de l'autre, et au fur et à mesure, on se fait sa petite expérience. Au bout de 6-7 ans, on est déjà aguerri. Mais si vous commencez le MMA très tard, ce sera aussi difficile. Vous parlez de la tranche, on va dire qu'à partir de 14 ans, les gens commencent déjà à faire du MMA, et jusqu'à 40-46 ans, c'est aussi le corps. On travaille avec le corps. Donc, déjà qu'à 40 ans, on est à l'apogée. Ça dépend aussi de l'âge. De l'âge et de la façon dont vous traitez votre corps. Donc, si vous traitez votre corps de façon, on va dire, lapidaire, vous n'allez pas tenir longtemps. Mais si vous êtes quelqu'un qui tenez bon la route, qui vous avez une hygiène de vie saine, sportive, vous allez arriver jusqu'à 40 ans. On sait qu'il y en a. Il y a Anderson Aranha, le Brésilien, qui a dépassé qui est déjà dans la quarantaine. Andy Essono, justement, est-ce qu'on peut considérer le MMA comme un art martial? Comme disait Rodney, ce serait difficile de dire un art martial, puisque c'est le condensé de plusieurs arts martiaux, c'est-à-dire des différents sports de combat. Vous avez vu comment McGregor, lui, il a pu partir du MMA à la boxe contre Floyd Mayweather. Donc, voyez-vous, il faut d'abord s'approprier un art martial, comme disait Rodney, ou un ou deux. Après, il n'est pas resté dans la boxe, hein. C'était juste pour la circonstance. Voilà. Mais quand même, dire que c'est un art martial à part entière, oui, sur les règles, mais sur la base, pour ma part, je pense que c'est un condensé de tout ce qu'il y a comme arts martiaux. Certains experts disent plutôt le contraire, que sur la base, ce n'est pas un art martial, parce que parler d'art martial, on parle de spiritualité, parce que le terme martial vient du mot Mars, qui entraîne la spiritualité, effectivement, le travail de l'esprit. Alors, donc, on se perd un peu quand on voit effectivement les combats de MMA avec toute la violence dont vous parlez tantôt, même si on essaye un peu d'atténuer, d'amenuire le contexte même violent de la chose. Alors là, l'esprit martial n'y est pas. Peut-être que si, parce que pour ceux qui font par exemple du jiu-jitsu, déjà, ils ont déjà les capacités spirituelles, parce qu'ils ont déjà appris leur art martial, et ensuite, ils vont juste s'adonner, ils vont alors accoupler plusieurs disciplines. C'est vrai, aujourd'hui, dans le sens strict, ce n'est pas un art martial, finalement, le MMA. Mais après, dans l'évolution même de la discipline, c'est reconnu déjà comme un art martial, mais d'où le terme les arts martiaux mixtes, donc qui regroupe tous ces arts martiaux-là, et ça donne ce sport-là
Après, Et on a aussi justement des boxeurs qui sont de la boxe traditionnelle, Voilà. qui pratiquent aujourd'hui le MMA, Et qui traversent. sont purement de la boxe. Oui. La boxe qui est un sport de combat, purement. Je ne partage pas vraiment le point de vue de ceux qui disent que ce n'est pas un art martial. Comme disait Rodin, lorsqu'on a déjà acquis une certaine spiritualité dans son art martial de départ, c'est clair que dans l'art martial de fin, qui est le MMA, on est spirituel évidemment. Donc c'est totalement un art martial qui mêle en même temps physique et spiritualité. À ce niveau, on va se poser la question de savoir quelle différence entre un art martial et un sport de combat, sachant que les arts martiaux tels que le taekwondo, tels que le wushu, tels que le karaté, tels que le judo pratiquent également des compétitions où on voit quelque peu parfois, n'est-ce pas, des blessés, où on voit parfois le sang gicler. Et c'est là la différence avec le MMA, parce qu'aujourd'hui, le MMA n'est pas reconnu partout. Si vous allez en France, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu. Mais voilà, c'est interdit. Mais pourtant, il y a des associations qui ont l'autorisation de pratiquer, mais sur le plan national. Ce n'est pas reconnu. Par contre, lorsque vous allez chez les Saxons, vous allez en Grande-Bretagne, vous allez en Irlande et un peu partout, vous allez même aux États-Unis, c'est le royaume même du MMA. Là-bas, c'est pratiqué, les gens viennent en masse. Vous avez des salles de 3500 personnes. C'est comme si vous remplissez un cours de tennis. Il a même eu du mal à s'implanter en Asie, dans les pays tels que la Thaïlande, qui pratique le Muay Thai. Le Muay Thai, la boxe Thaï. Pourtant, le Muay Thai et la boxe Thaï sont assez violents et sont considérés comme des arts martiaux de par leur caractère spirituel. Mais pourquoi le MMA a du mal à s'implanter? C'est quand même paradoxal. C'est paradoxal de dire que le MMA, il est violent, pendant qu'à côté, on fait du judo, pendant qu'à côté, on fait du basket. Il y a de la violence dans tous les sports. Voyez-vous, donc exclure le MMA... Le basket n'est pas un art, ce n'est pas un sport de combat. Non, mais c'est un sport de contact. Les sports de contact, il y a de la violence également. Oui, c'est comme au foot, on va venir shooter il y a un carton. Donc dans la plupart des sports, il y a forcément un peu de violence. Donc proscrire le MMA pour motif de violence, c'est quand même un abus de langage. Pour ma part, je pense que les pays asiatiques n'ont pas encore intégré la culture de ce genre, de ce type de combat. Je crois que j'aime bien ce mot, la culture. Je voulais vous poser la question, est-ce que ce n'est pas un problème justement de culture? Parce que le MMA, il faut le dire, il est né aux États-Unis, et alors que le Muay Thai, il est en Thaïlande, il s'est un peu implanté dans la sous-région, dans toute l'Asie. Est-ce que ce n'est pas un problème de conservation, de vouloir conserver son art martial? Les Thaïlandais sont assez conservateurs. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, l'implantation d'une autre discipline lorsque vous populaire. Allez au Japon, si vous allez au Japon, dans la culture, on a la culture moderne, mais après, il y a toujours la tradition japonaise, la tradition samouraï. C'est aussi comme ça pour les sports de combat. Le MMA a encore du chemin à se frayer en Asie, parce que les Asiatiques sont encore très ancrés dans la culture du Muay Thai, de la boxe Thaï, du judo, du karaté. Donc, on est encore dans cette spirale-là, dans cette situation-là. Mais au fur et à mesure, avec les cachets aussi que les gens finissent par toucher, les associations, les fédérations finiront par on va dire, sortir de terre un peu partout. Et après, au fur et à mesure, vous savez que lorsqu'on atteint la barre de 50 fédérations dans le monde, on peut parler déjà de discipline olympique. Ils voudront peut-être aussi cogner à la porte. On ne peut pas parler directement parce que pour être considéré... Voilà. Il faut faire la demande déjà, et puis après, maintenant... Et il faut que dans le monde... On sait que les Asiatiques sont assez méticuleux. Là-dessus... Très méticuleux. Mais et là même, au niveau de l'Asie, il y a encore une certaine concurrence, parce que le wushu, par exemple, qui aurait dû ou pu être sport olympique depuis 2008, avec la concurrence entre le karaté, qui est japonais, et le wushu, qui est chinois... qui est déjà olympique depuis quelques années. Mais il y a eu une petite guerre, n'est-ce pas, entre la Chine et le Japon, pour permettre au wushu de passer olympique jusqu'aujourd'hui. Ça tâtonne encore. C'est aussi ça, la guerre des grandes nations. C'est aussi au niveau du sport. On essaye de mettre en avant sa discipline au détriment de la discipline de l'autre. Et puis, c'est une puissance. On va dire c'est un rapport de force entre chaque pays. L'origine d'une discipline sportive, si elle vient de Chine, la Chine a peut-être plus les moyens de valoriser
cette discipline-là à travers le monde que d'autres pays, par exemple. À l'exemple du Krav Maga, par exemple, en France, la savate, voulais-je dire, le Krav Maga aussi, le Krav Maga en Russie, autant pour moi, au Brésil la savate en France, qui sont assez conservés, qui représentent effectivement des sports, des arts martiaux traditionnels ou des sports de combat traditionnels. Andy, voilà, j'y arrive, Andy Essono, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que facilement, le MMA, n'est-ce pas, a sa place au Gabon, quand on sait qu'à côté de ça, on a des ténors dans le taekwondo, dans le kickboxing aujourd'hui? Lorsqu'on voit déjà les images qu'on a suivies dans le reportage, je crois que le MMA a sa place. On a pu déplacer 2 experts, un Français et un Italien, et pas des moindres. C'est 2 champions. Donc voyez-vous, lorsqu'ils arrivent sur un territoire comme le Gabon, moi je dirais qu'il est vierge dans ce sens. Le territoire il est vierge dans ce sens, c'est clair que les jeunes en voyant cela seront tentés d'intégrer cette discipline, et la discipline progressivement va s'affranchir, enfin va s'imposer sur l'échiquier du sport gabonais. Il a toute sa place au vu déjà de ce qui a été fait. Moi, ça m'a surpris de voir autant d'adeptes sur le tatami. Je ne savais même pas que c'était apprécié des jeunes Librevillois. Et la plupart sont des pratiquants des sports de combat tels qu'on venait de le citer, du kickboxing, de la boxe parfois, du taekwondo, du karaté. Alors, Rodney, est-ce que, à l'image de l'UFC, n'est-ce pas, vous avez parlé de l'UFC qui se pratique déjà en Afrique, on pourra avoir ou accepter, n'est-ce pas, de voir un adepte voilà, ensanglanté, par exemple, et puis supporter cela. Est-ce que les autorités sportives du Gabon ont pris la mesure du MMA pour l'accepter? Pour le moment, comme c'est au stade embryonnaire, je crois qu'on va voir avancer la chose. On verra avancer la chose. Et ensuite, effectivement, c'est du sport. Et du sport, il faut protéger les athlètes. Si à un moment donné, on se dit c'est trop dangereux, peut-être il va falloir mettre... Ah, il est dangereux voilà. quand même, hein. On a vu à l'UFC. Oui, parce que la culture américaine, c'est normal. C'est comme le catch. Ces shows-là, c'est des shows. C'est normal que des gens soient ensanglantés. Mais à travers la culture, par exemple, africaine et gabonaise en particulier, est-ce qu'on peut accepter? Ce n'est pas encore acceptable pour ma part de voir des gens avec du sang. Je crois qu'il faut réglementer cela. C'est comme lorsque vous prenez le taekwondo. On aura du mal, effectivement, à atteindre le niveau véritable du MMA. Sinon, quitte à carrément se mettre, parce que soit on se met... hors norme, parce que est-ce que ce seront des disciplines sportives, les spectacles seront réservés aux personnes de quel âge? De moins de 10 ans, vous voyez que, alors que l'objectif, c'est le plus grand nombre. Et la plupart, ce sont les jeunes, effectivement. Ce sont les jeunes de 16 ans qui sont qui apprécient cette discipline-là. Donc il faudra revoir un peu les choses, mais au fur et à mesure que cette discipline va prendre de plus en plus d'ampleur, on saura comment les autorités sportives vont aussi regarder la chose pour réglementer, comme je le disais. Espérons véritablement que le MMA s'implante en Afrique de façon totale et au Gabon en particulier à travers les différents sports de combat qui existent déjà. Et pour terminer ce numéro, nous allons parler de ce footballeur zambien qui s'est fait sanctionner, pour avoir dribblé son adversaire. Suivons ce reportage. Rodney, Ovono, Andy Essono, on a ce footballeur qui se fait sanctionner pour avoir dribblé un adversaire. Il n'y a pas de logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a un petit jeu. Moi, on va peut-être contextualiser. Alors, il mène 3-0. C'est en Zambie, il mène 3-0. Et puis, il chambre l'autre. Il chambre et l'arbitre décide d'arrêter la partie et de donner la balle à l'adversaire. Il lui donne un carton jaune. Alors ce carton jaune, moi je trouve que le carton jaune c'est trop. Mais contre, tout est trop. Le fait même de siffler, c'est anti-jeu pour ma part. Moi je pense que c'est anti-jeu. Quand il siffle, on dit et qu'il donne la balle à l'adversaire, ça veut dire que le joueur zambien, le footballeur zambien a fait une faute. Or il n'y a pas de faute dans un dribble, peu importe le caractère.
du dribble. Je ne sais pas, peut-être pour Andy, mais moi, pour moi, je vois c'est vraiment chambré l'autre. Ce n'est pas interdit dans le règlement de la FIFA. Ce n'est pas interdit, voilà, mais quand même, c'est le fair play. Non, on l'a souvent dit, il faut respecter le règlement. Si cela n'est pas interdit, je pense que la CAF va devoir effectivement sanctionner cet arbitre, parce que une chose qui n'est pas interdite ne doit pas être contredite par l'arbitre. Dans tous les cas, moi, je partage le point de vue de Joey, parce que moi, je vois, il n'y a pas anti-jeu. Il n'y a pas de raison de siffler, il n'y a même pas de raison de donner un carton. Il fait un dribble. Pire. Et même, c'est amusant parce qu'il est en confiance. Il mène au score, il mène de 3-0. Il peut tout se permettre. Il ne touche pas le ballon de la main. L'arbitre a dû croire qu'il faisait une simulation, peut-être, d'une certaine douleur ou quoi que ce soit. Vous vous souvenez de ce même fait de jeu, Marco Verratti avec le Paris Saint-Germain, l'italien Marco Verratti, qui donne la balle avec la tête, et il s'est pris un carton jaune. L'arbitre a expliqué, c'est parce que il a voulu chambrer. Bon, c'est vrai que c'est du football, c'est du jeu, mais les autres sont quand même menés. Si vous êtes mené 3-0, on sait qu'il y a... Nous avons tous été sportifs à un moment donné. Non, mais là, c'est là, vous parlez d'une sensibilité, en fait, voilà, qui n'a pas lieu d'être. On respecte le règlement. Imaginez, voilà, moi, je joue, par exemple, je ne sais pas, au CMS, je suis joueur de CMS, et puis je marque un but contre Missile, par exemple, le but il est validé, et puis après, je m'en vais devant, je ne sais pas, les supporters adverses, et puis je croise mes bras, simplement je reviens, l'arbitre, est-ce qu'il peut annuler le but? Je donne un exemple aussi simple. Il ne va pas annuler le but. Voilà, il ne peut même pas me donner un carton. Il n'annulera même pas le but. Mais là, il faut peut-être contextualiser la chose. Peut-être il a été très humain en disant que bon, s'ils sont déjà menés. Il n'est pas humain, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Andy, venez à mon secours. Regardez le dribble. Il n'est pas humain, au contraire. Il est humain envers qui? Puisqu'il n'est pas humain envers le footballeur zambien. Ils sont menés 2 ou 3-0. Mais ça fait partie de la fête. Le football, vous oubliez quelque chose. Vous oubliez quelque chose, Rodney, que le football est d'abord un jeu. Vous oubliez cela. Et là, il est en train de jouer, il est en train de s'amuser. Mais moi, je pense qu'il en fait trop. Non, on n'en fait jamais assez lorsqu'on joue. On ne fait jamais assez. Ce n'est pas interdit. Il y a des célébrations de but. Vous ne pouvez pas avoir vos tickets pour l'administration de la CAF. On a même l'impression qu'il est un peu chaud. Parce que si vous postulez pour la CAF, ça va être compliqué, n'est-ce pas, qu'on accepte votre candidature. Il y a des célébrations de but qui sont pires que celle-là. Ah oui. Lui, il n'a pas célébré un but. Non, méchant. Il y a des célébrations de but qui sont plus violentes que ça. Lui, il s'amuse, comme disait Joey, il joue, il fait un dribble à son coéquipier, il chambre l'adversaire en même temps, mais il n'y a pas de mal à ça. L'arbitre n'a pas été impartial. C'est un mauvais jugement. On va trancher en disant seulement que c'est un mauvais jugement. Mais la façon de dribbler, moi, et en plus, il est comme un carton jaune. C'est un peu trop lourd. J'ai pas trouvé sympa la façon de dribbler. Voilà, vrai, ça merci en tout cas. Les avis sont partagés. Merci Rodney Ovono, merci Andy et Sono. Je rappelle que nous avions comme invité, n'est-ce pas, dans ce numéro de Multisport 24, Aloïs Ovono, il est lui président de Gabon Escrime Association. Nous, avant que de nous quitter, je vous propose de revoir les titres proposés par Kalmindou. Dans ce numéro de Multisport 24, la formation des jeunes sportifs est mise en exergue. Quels sont les rudiments pour une formation efficiente? Existe-t-il un modèle sportif dans les pays africains? Des questions que nous tenterons d'élucider. Dans le Flash Info, le Finlandais Valtteri Bottas de l'écurie Mercedes s'est imposé lors du 4e Grand Prix de la saison, tandis que Jakob Fuglsang, en cycliste, a remporté la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège, et le Kenyan Eliud Kipchoge a remporté son mal le marathon de Londres. Les arts martiaux mixtes, cette discipline qui allie plusieurs arts martiaux, est en progression dans le monde. La discipline qui tire ses origines de l'Antiquité est très appréciée au Gabon. Voilà, c'est sur cette note que nous vous disons au revoir en espérant vous retrouver la semaine prochaine avec plus de punch, plus de force et surtout avec une nouvelle découverte. Portez-vous bien.